Ok, je salue tout le monde et je salue particulièrement le professeur Fred Seliman et mon collègue Jacob Eliezer de Jean-François qui est, fait partie également, ainsi que le professeur Seliman du jury de ce soir. Et c'est un honneur pour moi de présider le jury de ce soir qui aura comme mission d'examiner le mémoire de sortie de l'étudiant Mackinson Jean-François et qui va présenter son mémoire pour l'obtention du grade de licencié en sciences économiques. Et son mémoire s'intitule L'investissement direct étranger, analyse de son impact sur le secteur agricole en Haïti pour la période de 2000 à 2010. Donc, Monsieur Mackinson, je vous félicite d'abord pour avoir pris le temps de préparer et de soumettre votre mémoire des sorties. Je sais que c'est un grand jour pour vous aujourd'hui de pouvoir présenter votre mémoire des sorties, c'est-à-dire de clôturer votre cycle d'études de sciences économiques. Donc, sans perdre de temps, je vais vous passer la parole pour présenter l'exposé de votre soutenance. Et pour cela, vous aurez 10 minutes. Et puisque je vois tous les membres du jury est déjà présents, et vous avez 10 minutes, la parole est à vous pour présenter votre mémoire. C'est parti. Merci, honorable président du jury. Honorable président du jury, monsieur l'encadreur, messieurs les membres du jury, bonsoir. Je suis très heureux aujourd'hui de présenter mon travail de fin d'études intitulé « Investissement direct de l'étranger, analyse de son impact sur le secteur agricole en Haïti pour la période de 2000 à 2010. » Ma présentation est répartie en 5 points. On a l'introduction, la méthodologie, les résultats, l'analyse, conclusion et les remerciements. Malgré les efforts visant à attirer les IDE, le secteur agricole en Haïti continue de rencontrer des obstacles, notamment une faible mécanisation, manque de financement dans le secteur et dépendance aux importations agricoles. Or, le rôle des investissements directs de l'étranger dans le développement économique est reconnu pour leur capacité à introduire des technologies modernes, améliorer la productivité et générer de l'emploi. C'est dans ce contexte que nous avons formulé notre question centrale de recherche. Dans quelle mesure les investissements directs de l'étranger ont contribué au développement du secteur agricole en Haïti pour la période de 2000 à 2010. L'objectif principal de cette analyse documentaire est d'analyser de manière approfondie l'impact des investissements directs sur le développement agricole en Haïti pour la période de 2000 à 2010. En essayant de comprendre comment les investissements ont contribué à la modernisation du secteur, à l'amélioration de la productivité et au renforcement de la compétitivité des producteurs haïtiens sur les marchés locaux et les marchés internationaux. Cette analyse documentaire ambitionne aussi de fournir des recommandations visant à maximiser l'impact des investissements directs de l'étranger en favorisant le développement du secteur et inclusif. En fait, le développement durable du secteur agricole et inclusif. Dans le cadre méthodologique, nous avons fait notre recherche, la méthode de notre recherche est une méthode mixte. Nous avons utilisé les données quantitatives. En fait, les données quantitatives permettent d'évaluer
les indicateurs macro et les indicateurs économiques. Et les données qualitatives nous permettent de comprendre la dynamique institutionnelle et les perceptions des acteurs. Donc, la population que nous avons ciblée, c'est la population du milieu rural. Et le méthode, nous avons utilisé des sources secondaires, telles que les articles et scientifiques, les rapports des institutions internationales et des institutions nationales. Alors, des institutions internationales et des institutions nationales. Nous avons utilisé le logiciel Excel pour le traitement des données et pour générer des graphiques. L'étude est réalisée dans les zones rurales en Haïti sur une période de 10 ans, c'est-à-dire de 2000 à 2010. Nous avons généré aussi des graphiques. Malheureusement, à cause d'un problème technique, je n'ai pas pu afficher les graphiques, mais je peux analyser pour vous. Donc, le premier graphique, on a parlé de l'évolution annuelle des flux IDE dans l'agriculture. Donc, ce graphique-là, nous avons une courbe qui a une pente positive. Donc, c'est-à-dire que les flux d'IDE dans l'agriculture générer des graphiques montrant le nombre de technologies ou pratiques agricoles induites, nombre d'unités de production mécanisées, et cette courbe a une pente aussi positive. Nous avons aussi un graphique qui nous montre le nombre d'emplois créés dans l'agriculture, et la pente de cette courbe est aussi positive. Dans le cadre de cette étude, oui, dans le cadre de cette étude, nous avons obtenu plusieurs résultats significatifs en lien avec les objectifs de recherche. Tout d'abord, l'analyse des flux IDE dans le secteur agricole en Haïti ont connu une croissance progressive de 2000 à 2010, soit de 2,1 millions de dollars américains en 2000 et 2,9 millions de dollars américains en 2010. Bien que ce montant est faible par rapport aux investissements directs de l'étranger dans d'autres secteurs comme la télécommunication et l'industrie. Ensuite, les investissements agricoles ont contribué à une légère augmentation de la production agricole et à l'introduction de nouvelles pratiques dans des zones ciblées. Donc, en 2000, il y avait une technologie agricole et en 2002, ça a augmenté. On a 9 en 2010. Par ailleurs, l'étude montre que les investissements directs de l'étranger ont permis la création d'emplois, bien que c'est temporaire et saisonnier, dans le monde rural. Mais cet effet récent, limité par l'absence de coordination institutionnelle et de sécurité foncière. Enfin, les résultats ont également montré que les obstacles liés aux infrastructures, à la stabilité politique et la lenteur administrative freinent l'efficacité réelle des IDE agricoles. Notre analyse documentaire nous a permis de vérifier que les IDE ont contribué effectivement à la modernisation du secteur agricole haïtien pour la période de 2000 à 2010. Nous avons constaté une croissance des flux IDE dans le secteur. Nous avons aussi constaté une introduction technologique agricole moderne. Ok, merci. Et une mécanisation de certaines exploitations, etc. Nous constatons que les IDE ont un impact similaire à celle observée dans d'autres pays en développement, mais avec certaines particularités. Donc, l'impact des IDE en Haïti ont contribué effectivement à l'évolution du secteur, mais cette évolution n'est pas suffisante. Cette analyse documentaire contient certaines limites, comme toute recherche. D'abord, les données que nous utilisons, ce sont des données de sources secondaires, ce qui limite la possibilité de valider de manière empirique certains constats.
Ensuite, l'accessibilité aux données fiables et actualisées en Haïti à cause des défis majeurs. Le résultat de cette analyse documentaire met en évidence l'effet mesurable, mais encore limité des IDE sur la transformation du secteur agricole haïtien pour la période de l'étude. Cela implique qu'en renforçant les conditions d'accueil des IDE, notamment à travers une meilleure sécurité foncière, une amélioration des infrastructures rurales et une stabilité politique, Haïti pourrait attirer davantage de capitaux productifs. Pour répondre à la problématique, on peut dire que les IDE ont eu un impact positif mais limité sur l'agriculture en Haïti pour la période de 2000 à 2010. Ils ont permis de financer certains projets, créer des emplois et introduire de nouvelles technologies dans quelques projets agricoles. Cependant, l'instabilité politique, les problèmes fonciers, manque d'infrastructures rurales freinent leur effet. Donc, les IDE n'ont pas transformé profondément le secteur agricole, mais ils ont apporté des améliorations ponctuelles. Donc, l'apport de notre étude apporte une compréhension plus claire du rôle des IDE dans le développement agricole en Haïti pour la période de 2000 à 2010. Elle met en lumière les effets économiques, sociaux et technologiques des IDE dans ce secteur. Elle fournit ainsi des données utiles pour les décideurs, les bailleurs de fonds et les chercheurs en vue de renforcer leur impact sur la productivité, l'emploi rural et la productivité alimentaire. Pour renforcer l'impact des IDE sur le secteur agricole en Haïti, nous avons fait alors plusieurs recommandations. Premièrement, l'instauration d'exonérations fiscales sur les équipements agricoles, qui permettrait de faciliter l'accès à la mécanisation, d'encourager l'investissement productif et de moderniser les unités agricoles. Deuxièmement, l'amélioration des infrastructures rurales, notamment les routes, les systèmes d'irrigation et des centres de stockage qui permettraient de réduire les coûts logistiques, limiter les pertes post-récolte et rendre les zones agricoles plus attractives pour les investisseurs. Enfin, la mise en œuvre de réformes foncières profondes pour créer un climat de confiance favorable à l'investissement durable. Donc, je rends d'abord une gratitude profonde au grand architecte de l'univers, source de sagesse, de force et de courage. Je remercie tout particulièrement mon encadreur pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa patience tout au long de ce travail. Je remercie également les membres du jury pour le temps qu'ils m'accordent aujourd'hui, ainsi que leurs observations qui enrichiront cette recherche. Alors, leurs observations qui vont enrichir cette recherche. Enfin, merci à toutes les personnes et institutions qui ont facilité l'accès aux données à cette étude. Je vous en remercie. Merci, M. Jean-François, pour votre présentation. Et sans perdre de temps, je vais passer la parole à M. l'encadreur, mon collègue, Jacob Eliezer de Jean-François. Mon cher Jacob, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claude. Mackinson, je suis très content de cette prestation. On a pu remarquer, alors déjà, il faut dire que pour l'assistance, il y a toute une histoire derrière ce travail académique. Mackinson, c'est quelqu'un qui est très consciencieux, très soucieux du travail bien fait. Il faut dire aussi que Mackinson est enseignant à l'école classique en même temps, ce que je ne savais pas au début. C'est quelqu'un qui a mis de l'énergie pour arriver à ce travail dans ce contexte très difficile. D'ailleurs, parce que Mackinson, nous pouvons le dire, c'est la première fois que nous nous voyons, n'est-ce pas, derrière l'écran. Avant, on n'avait pas cette opportunité et jusqu'à date, on ne s'est jamais rencontré physiquement. J'espère qu'on va pouvoir le faire eu égard à la situation sécuritaire. Alors, très rapidement, en termes de remarques générales, ce que je peux dire, c'est que on a vu toute ton éloquence dans ta manière de présenter ce travail académique et tu maîtrises la langue, c'est très important parce que je trouve que il n'y a pas d'autres options pour l'instant offertes par l'administration de l'IUS, ce n'est que de présenter un travail académique dans la langue de Molière, une langue que tu maîtrises très bien. Je t'en félicite parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre
certains étudiants finissants qui maîtrisent cette langue, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Autre remarque, tu as une certaine assurance de soi. Tu te trouves très à l'aise dans ta manière de faire ta présentation. Donc, tu as des qualités oratoires assez intéressantes. Et je trouve aussi que tu maîtrises très bien ton sujet. Et d'autant plus que tu as un peu, comment je pourrais le dire, travaillé sur un champ, le secteur agricole, que tu ne maîtrisais pas, que tu ne connaissais pas nécessairement avant. Et tu as pris le temps de te documenter là-dessus pour justement présenter ce travail académique assez intéressant. Alors, moi-même, je n'ai qu'une question pour toi, Mackinson. Et alors, quand on faisait la présence, je te rappelle que tu t'avais posé beaucoup de questions, mais il se trouve que là, maintenant, je n'ai qu'une question pour toi. Quel est l'intérêt scientifique de ce travail académique? C'est bien d'avoir ce mémoire de sortie, mais quel est son intérêt scientifique d'après toi? Merci pour la question. En fait, le secteur agricole en Haïti, c'est un secteur peu étudié. Donc, je pense que mon travail va contribuer à enrichir, enrichir les écrits sur le secteur agricole et d'apporter un du plus dans la manière de maximiser les investissements directs étrangers dans ce secteur. Oui, effectivement, il faut le dire, Haïti n'arrive pas vraiment à attirer l'investissement direct étranger. Et surtout sur cette période 2010 que tu as réalisé ton analyse documentaire. Et très certainement, on espère que cela va servir aussi bien pour enrichir, comme tu l'as dit, les travaux académiques en ce sens, mais aussi alimenter l'esprit en lien à l'élaboration de certaines politiques publiques devant permettre justement d'attirer l'investissement direct étranger pour la création de beaucoup plus de richesses et aussi permettre à la population d'avoir accès aux services sociaux de base. D'autant plus, c'est quelque chose qu'on a entendu moi-même lorsque j'étais à l'école classique, on disait que Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Bon, bien sûr, on a compris par la suite que ce n'est pas nécessairement cela, mais effectivement, c'est un pays qui, pendant un certain temps, a eu une croissance agricole cette croissance qui a permis, en termes de richesse, de prendre une part active au niveau du produit intérieur brut. Encore une fois, Mackinson, toutes mes félicitations pour ce travail académique et cet accomplissement. Donc, on est là pour justement entendre les préoccupations ou d'autres interrogations de mon collègue Claude et aussi de Dr. Fred Sélimen. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, mon cher Jacob. C'est le moment maintenant de passer la parole au rapporteur et de la soutenance de ce soir, le professeur Fred Sélimen. On attend vos critiques expertes, professeur Sélimen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jacob. Et merci à Mackinson pour son travail et sa présentation. Il a fait un exposé intéressant, oral, qu'on comprend. Hein? Mais il faut dire que son travail à l'écrit, on comprend déjà. Hein? On comprend ce qu'il a voulu dire. Bon, le travail est relativement bien écrit. Hein? Il n'y a pas trop de difficultés à comprendre l'écriture. Le travail est bien documenté aussi. Hein? Il y a des données, il y a des choses intéressantes. Et sur la forme, on peut dire que les règles de présentation du mémoire ont été respectées en partie, pas totalement, en partie. Hein? Et il a pu explorer l'aspect qualitatif et quantitatif du travail. Et donc, on peut dire, à ce niveau de licence, c'est un travail tout à fait louable, tout à fait acceptable, tout à fait convenable pour
pour cet exercice qu'on fait en L4. Alors, par contre, je n'aurais de l'intérêt à être présent si je ne fais pas de remarques, de critiques. On est là pour ça. On est là pour ça et on est là pour améliorer, avancer les choses. Tout d'abord, je trouve que le titre est trop long. Moi, j'aurais choisi un titre du genre « Les IDE et le secteur agricole en Haïti de 2000 à 2010 ». Point. Une fois que j'ai dit ça, l'introduction, les chapeaux des chapitres définissent ce que tu traites pour le lecteur. Mais les IDE et le secteur agricole haïtien de 2000 à 2010, ça me va. Hein, c'est bref, c'est clair, c'est net. Il faut s'habituer avec des titres courts. Ensuite, j'ai encore des remarques à faire sur le titre. Quand tu t'arrêtes en 2010, c'est embêtant parce que ça fait 15 ans. C'est vieux, les données sont vieilles, elles sont anciennes. Et là, ça touche au fond de. Hein, on va y revenir rapidement tout à l'heure. Mais 2010, il faut savoir que dans le titre, 2010, c'est vieux. 15 ans de données, surtout des données dans le secteur agricole, ça fait vieux. Tu vois? Ça fait vieux. Ensuite, toujours pour rester dans la forme, il y a un problème d'équilibre entre les sections. Hein? Il y a, je ne sais pas moi, la section 1 du chapitre 1 à 2 paragraphes, mais la section 2, on a le double. Dans le chapitre 2, la section 1 a 8 paragraphes, je dis bien 8 paragraphes, mais la section 2, on n'a que 4. Et la section 3 a 3 paragraphes, mais la section 4 a le double encore. Donc, quand tu as parce qu'un plan, je le répète, un plan doit être cohérent. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs dans un texte. Le plan doit être cohérent, ça doit couler de ça, de soi. Mais il doit être aussi équilibré. Parce que quand on fait cet exercice bidimensionnel, cohérence et équilibre, c'est un signal que ça renvoie au lecteur. Le signal est le suivant, il maîtrise son sujet. Il maîtrise l'objet. Il peut la tripoter l'objet comme il veut, et il arrive à avoir quelque chose de propre. Parce qu'il sait comment regrouper 2 paragraphes pour ne pas en avoir 4. Il sait comment, par une phrase de transition, comment passer d'une idée à une autre dans un même paragraphe. C'est un exercice rédactionnel, c'est un exercice académique aussi, mais c'est aussi un exercice scientifique, parce que ça t'oblige à trouver la cohérence entre les idées. Hein? 8 paragraphes, et puis il y a des paragraphes qui ont 5 lignes, 10 lignes, et il y en a d'autres qui ont 2 pages. Donc tu vois, il y a une incohérence qu'il faut corriger, ça touche à la fois à la forme, mais au fond. Mais sur l'ensemble du document, il est vrai que tu respectes la table des matières, tu respectes la bibliographie, tu respectes le nombre de chapitres. Bon, il n'y a pas de souci. Sauf on peut ajouter encore une critique, puisque je suis là que pour ça, hein, pour faire des critiques. Malheureusement, pour toi, je suis là que pour faire des critiques. Et donc, dans l'introduction, on ne met pas de titre dans une introduction. Une introduction, c'est quelque chose qui coule de soi. Et c'est à toi d'amener le sujet avec cette idée claire que l'on a exposée dans le cours de méthodologie de la recherche. C'est un cours dispensé pendant 15 heures par le docteur Christophe Providence. Donc, quand on met ça dans le canevas, ce n'est pas pour reprendre le titre. Le lecteur va voir à quel moment tu passes aux hypothèses, puis tu passes à la méthodologie, puis tu passes. Tu vois, avec tes phrases de transition, on voit, on lit.
Une introduction, ce n'est pas un chapitre de 10 pages. Hein? C'est 2, 3, 4 pages, quoi, maximum. 2 pages, ça va. Donc, avec ça, le lecteur sait à la fois ce qu'il va trouver avec cette introduction, mais c'est surtout ce qu'il ne va pas trouver. Hein? C'est la rédaction de l'introduction. D'accord? Autre remarque, là, on va passer à quelques remarques de fond. Quand tu dis que tu n'as pas pu mettre des graphiques, on voit que tu as les données, et parfois, on a été frustré de voir, tiens, pourquoi là, il n'y a pas un tableau, là, il n'y a pas un graphique. On se dit ça. Bon. Et là, tu dis, tu m'as interpellé, j'avais passé ça en perte et profit. Mais comme tu l'as vu, alors je reviens dessus, je remis le couteau dans la plaie, comme on dit. Alors, comme tu avais les graphiques, tu avais les tableaux, pourquoi tu ne les as pas mis? Ça ne peut corriger le travail. Pourquoi tu ne les as pas mis? Tu notes, tu vas me dire pourquoi tu ne les as pas mis. Et tu en parles. Tu en parles tellement que tu nous dis que tu vas nous l'expliquer, nous l'exposer. Donc tu les as. Si tu les as, pourquoi tu ne les donnes pas au lecteur? C'est le problème. Alors, tu vois? Donc, je reviens sur mon point de forme, mais qui est aussi de fond, c'est le point 2010. Même si tu arrêtes le travail en 2010, parce qu'on sait très bien, avec les difficultés des données, tout le monde a des difficultés de données en Haïti. Bon, l'IHSI, on ne sait même pas si elle fonctionne toujours. Elle était dans un endroit un petit peu difficile, l'IHSI a déménagé. Bon, on comprend tout ça, les données. Mais même si tes données s'arrêtent en 2010, en 2025, tu dois trouver un point pouvant nous dire si la tendance observée dont tu parles dans ton travail, des variables très importantes dont tu parles dans le secteur agricole, les variables comme innovation, productivité, emploi, eh bien, dans le secteur agricole, tu aurais pu trouver un point pour nous dire en 2018 ou en 2020. Je ne parle pas de 2025 ni 2024. 2025 n'est pas terminé, tu ne peux pas avoir les données. 2024, l'année vient de prendre fin, c'est normal si tu n'as pas les données. Mais même en 2020, 2021, tu pourrais nous dire, en 2010, ça s'est arrêté là, mais il y a une publication, un chiffre de 2020, donc 10 ans après, il peut nous dire que la tendance s'est confirmée. Ou bien, nous, en matière de productivité ou d'innovation, la tendance s'est cassée la figure. Tu vois, tu nous mets au bout du jour. Là, on peut se fier à quelque chose. Mais sur les données qui finissent en 2010, tu vois bien que on s'arrêtera à ton travail. On ne peut pas gamberger pour savoir quel est l'état du secteur agricole sur l'impulsion des IDE. D'accord? Donc, même si tu ne peux pas prolonger les données 2011, 2012, 2013, 2014, etc., oui, on comprend tout ça, il n'y a pas de problème. Mais cherche une donnée pour voir si ça s'est cassé la figure ou si au contraire, ça se confirme. Et que l'IDE a été un élément impulsif et qui nous met comme si c'est le phénomène d'hystérésiste qu'on fait en physique. C'est-à-dire que tu donnes un choc, on ne redescend pas du tout. Les idées ont donné un choc à l'innovation, ça a créé un choc de productivité, ça a créé un choc d'emploi, et depuis, on n'est jamais retourné au niveau de 2000. On n'est jamais retombé. On ne connaît pas la même croissance, mais on est resté de façon persistante au niveau que les IDE nous ont permis d'atteindre. Même s'il n'y a pas plus de croissance. Mais au moins, et là c'est un argument du rôle central des IDE, parce que cette impulsion de l'IDE nous a mis là, et on est toujours là en 2020. Voilà, tu vois, ça c'est une remarque de fond qu'on voulait te faire. Par contre, la littérature n'est pas si ancienne. Tu as dans ta littérature, rien à voir avec les données, une littérature peut être de 2024, 2025, et puis les données s'arrêtent en 2010, puisqu'il n'y en a pas.
Mais ta littérature 2019, j'ai vu 2015, j'ai vu 2016, bien après 2010, quoi. La littérature sur ce genre de sujet. Donc, alors ma question serait, ou plutôt j'en ai deux, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le secteur agricole, alors que visiblement ce n'est pas ton secteur? Comme dirait ton directeur de mémoire, tu n'es pas agriculteur, quoi. Il a dit lui-même. Est-ce que tu veux que... Pardon? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé à regarder le rôle des IDE dans le secteur agricole? Pourquoi pas dans un autre secteur comme les nouvelles technologies ou comme les infrastructures? Pourquoi tu as choisi ce secteur-là? D'accord? En fait, je choisis. Tu vas me répondre, Je vais me répondre après. Donc, donc pourquoi tu n'as pas choisi ça, quoi, tu vois, mais tu as le droit, hein? C'est pas un reproche. Je demande juste pourquoi. Mais tu as le droit de choisir le secteur que tu veux, hein? Bon. Et puis, deuxième question. Dans ton travail, tu dis que les IDE, et c'est là un côté négatif des IDE, les IDE ont favorisé les cultures d'exportation. Mais ça nous a rendu plus dépendants dans les secteurs agricoles d'exportation. On se comprend, on est toujours dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez... tu n'as pas entendu. Ok, je reprends. Je disais, tu dis bien que les IDE dans le secteur agricole, ça a été orienté principalement dans les activités d'exportation et surtout favorisé par l'USAID, la Banque mondiale, enfin un certain nombre d'organisations, la FIDA, etc. C'est toi qui le dis, hein, j'invente rien, c'est dans ton travail. Hein. Et donc, et en même temps, tu dis que les autres activités ont été négligées et on constate paradoxalement qu'on est plus dépendant, on est devenu plus dépendant dans l'agriculture alimentaire, on devient plus dépendant alors qu'il y a eu une multiplication par 4. On est passé de 2 millions à 8 millions en 2010, des investissements dans l'agriculture. Et on devient un produit alimentaire, on devient plus dépendant. C'est un paradoxe, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce n'est pas si paradoxal que ça. Quand on voit les acteurs qui ont poussé à investir dans des activités d'exportation, alors qu'on a négligé, voire même que les autres activités alimentaires ont pris du recul. On devenait encore plus dépendant. Donc ça, c'est paradoxal quelque part. Donc, la question, c'est un constat que tu fais. Un constat. La question est, pourquoi ceux qui ont mis les IDE, ont favorisé les IDE dans les activités d'exportation, pourquoi n'ont-ils pas mis en œuvre une politique d'accompagnement dans l'activité alimentaire? Parce que c'est ça un secteur. Un secteur, c'est les produits que tu exportes, mais c'est aussi les produits qui sont consommés par la population nationale. C'est ça le développement d'un secteur. Il n'est pas de le rendre plus dépendant, plus fragile, parce qu'il est devenu, d'après ce que je constate dans ton analyse, le secteur agricole est devenu encore plus dépendant avant les IDE qu'après les IDE. Plus dépendant après les IDE qu'avant les IDE. Pourquoi? Parce que tu importes plus de produits alimentaires, donc tu dépends de l'extérieur. Mais tu exportes plus de produits agricoles,
Donc, tu dépends de l'extérieur, avec les coûts, etc. Donc, tu es devenu, avec les IDE, Haïti est devenu plus dépendant. C'est comme ça que je le conclue. Voilà, merci, Monsieur le Président. On pourrait discuter sur ce travail qui est intéressant, de toute manière. Hein. Il n'y a pas à changer là-dessus. Mais on aurait d'autres choses à dire, mais il faut laisser la parole aux autres. Et si tu permets, Mackinson, le président va te dire à quel moment prendre la parole. Merci, professeur Seliman, pour vos critiques éclairées. Et, en fait, je passe la parole à Alain Pétrin pour répondre aux interrogations du rapporteur. Merci, honorable président du jury. Merci, professeur Seliman. En fait, pour la première question, pourquoi j'ai choisi de parler du secteur agricole dans mon travail? En fait, en observant, j'ai remarqué que la balance commerciale en Haïti est déficitaire. C'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Donc, nous sommes venus dépendants des importations agricoles. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire sur le secteur agricole en Haïti pour pouvoir donner des pistes aux décideurs d'améliorer ou bien de stimuler la production agricole en Haïti. En fait, en Haïti, nous vivons dans la précarité, il y a une insécurité alimentaire. Donc, aborder la question de l'agriculture, il devient essentiel pour moi de donner des pistes qui peuvent aider aux décideurs de prendre des décisions qui pourraient, je dis, améliorer la productivité agricole en Haïti. Pour la deuxième question, je ne me rappelle pas trop bien de la deuxième question, mais je vais essayer quand même de répondre. Et pourquoi les IDE, les investissements directs des étrangers ont augmenté et puis les importations alimentaires augmentent. Nous savons bien que dans la mondialisation, donc, les pays utilisent d'autres pays pour exploiter leur matière première, pour pouvoir transformer ça et les revendre, donc d'autres produits beaucoup plus chers. Donc en Haïti, donc c'est le cas en Haïti. Par exemple, on peut dire le vétiver. Donc une institution internationale peut financer, par exemple, la production du vétiver pour pouvoir transformer ça en parfum pour pouvoir revendre ça avec un prix plus élevé. Oui, mais ce n'était pas vraiment la question. Hein? C'est-à-dire pourquoi les... Bon, j'ai fait le constat de ce que tu as écrit. J'ai dit pourquoi les investisseurs et les organismes qui ont poussé à investir dans les secteurs d'exploitation, pourquoi n'ont-ils pas mené une politique d'accompagnement? Ce n'est pas que je sois contre qu'on exporte des produits agricoles, ce n'est pas ça. Hein? Mais parallèlement, ces organismes que tu cites, qui ont incité à investir dans le secteur d'exportation, pourquoi ces organismes n'ont pas aidé à mener une politique d'accompagnement? Voilà, c'était ça le cœur du problème. En fait, je pense que
Je pense que ça revient à l'État d'orienter les aides que nous recevons de l'extérieur. Non pas à l'État seulement, je parle y compris aux organismes dont tu parlais. Mais enfin, je ne veux pas mobiliser la parole puisque le directeur a levé la main depuis un moment et je ne veux pas mobiliser la parole. Non, c'est important. Et collègue Jacob, vous avez la parole puisque vous avez levé la main. Oui, merci beaucoup. Donc, on en a discuté par rapport à la question d'interrogation de Dr. Fred Selimène. Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs et qui, justement, ne permettent pas cela. C'est ces organismes internationaux, il faut le dire, qui contribuent à l'aide publique au développement. Pour être sincère et franc, l'aide publique au développement n'a jamais développé aucun pays, il faut le dire. N'a jamais développé aucun pays. Et certains pays aussi sont le témoignage de cela, de cette aide qui tue, de cette aide suicidaire. Si on prend la Somalie, si on prend l'Érythrée, qui est un pays, une prison à ciel ouvert. Donc, ici en Haïti, c'est pareil. Considérant par exemple la production risicole ici en Haïti, on a vu combien d'investissements ont été réalisés au niveau de la vallée de la Tibonite pour pouvoir booster la riziculture. Mais il se trouve que Haïti ne demeure pas moins assez, comment je pourrais le dire, attaché à l'importation de riz. Pour la simple et bonne raison que les programmes d'ajustement structurel auxquels Haïti s'était adhéré un peu au début des années 87, où on a mis le pays sur une liste de petits pays très endettés du Fonds monétaire international, alors qu'à l'époque, le service de la dette était de 7% du produit intérieur brut. 7%. Donc, à partir de ce moment, on a compris que l'Arkansas, d'où venait un ancien président américain, qui c'est quand même un État pauvre, l'Arkansas, eh bien, il se trouve qu'il y a eu tout un écosystème de politique mis en place pour booster la production risicole au niveau de l'Arkansas, au détriment de la production risicole haïtienne. Et il se trouve que, et comme a dit Mackinson tout à l'heure, il y a un leadership politique qu'il faut avoir justement par rapport à cela pour faire les bons choix et en termes d'orientation. Et il ne faut pas oublier les situations d'instabilité politique. De 2000 à 2010, il y a eu le départ forcé de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et il ne faut pas se voiler la face pour le dire. Le secteur agricole, ce n'est pas un secteur qu'on peut justement permettre au bon gré de la loi, de l'offre, de la demande. Il faut des mesures protectionnistes si on veut effectivement booster son secteur agricole. Et certains pays comme l'Australie ont montré cela très bien. Donc, merci Claude, merci. Parce que, et bien sûr, vous avez pris plusieurs minutes sur ce temps, mais moi aussi, je ne vais pas devoir décaler tellement l'horaire. Et vous allez me comprendre parce que, et bien sûr, c'est un débat passionnant, mais nous avons un temps à gérer. Et je pense que le professeur Selimène comprend bien et vos points pour votre protégé, puisque vous êtes l'encadreur. Donc, ce que j'aimerais dire avant de terminer, parce que personnellement, j'ai certaines remarques aussi sur le travail. Je trouve que c'est un travail bien intéressant, mais j'ai quelques préoccupations parce que lorsque je regarde l'étendue, première chose, c'est sur le titre, et bon, il y a une tendance à éviter les articles définis dans les titres. Donc, l'investissement, donc, à mon sens, c'est trop restreignant. Et je me rejoins aussi à la proposition du professeur Selimène sur la longueur du titre et je fais la remarque de l'article. Si vous pourriez faire l'économie de l'article, ça aurait été bien et à mon sens.
Donc, tout en suivant un peu l'idée du professeur Célimène sur la longueur du titre et aussi sur l'ancienneté de la période d'études. Donc, l'ancienneté de la période d'études de 2010, aujourd'hui on est en 2025, cela fait 15 ans déjà depuis que votre période d'études se termine. Donc, il y a plein d'eau qui coule sur les ponts. Donc, et je pense qu'il faudrait regarder ça de près. Donc, puisque le temps nous fait la guerre également, j'aimerais souligner aussi pour vous, et surtout le premier chapitre, je trouve que les titres utilisés sont des titres théoriques. C'est le même titre que vous trouvez dans le Canva, par exemple, cadre conceptuel. Donc, un chapitre, vous intitulez ça, par exemple, cadre conceptuel, bien cadre théorique. Donc, je pense qu'il faudrait, à mon sens, ce ne serait pas bien c'est pas comme ça on devrait intituler ces titres. Donc, vous avez des concepts à développer, il faudrait trouver un titre évocateur qui peut-être renvoie aux différents concepts que vous allez élucider. Donc, c'est une remarque que je fais. Et ensuite, j'ai remarqué dans le chapitre 2, surtout le chapitre 2, la première section, il y a le titre paragraphe 5, paragraphe 6. Nombre de réponses économiques, par exemple, vous titrez ce paragraphe, nombre de réformes économiques, paragraphe 6. Nombre d'épisodes de stabilité. C'est comme si, en voyant le titre, donc, je pense qu'en développement, je vais avoir 50, par exemple, 50 réformes économiques. Ça, c'est le nombre. Donc, 25 épisodes de stabilité. Donc, lorsque on lit, on voit qu'il y a un développement qui est fait, mais en titre, vous dites nombre de... Donc, je pense qu'il faut revoir ces formulations et pour bonifier encore votre travail qui est, à mon sens, assez bon, mais il faut revoir certaines choses pour bonifier le travail. Ensuite, il y a aussi l'équilibre des chapitres. L'équilibre des chapitres. Par exemple, le premier chapitre, à mon sens, compte 6 pages. Le deuxième chapitre compte 23 pages. Le dernier chapitre, le troisième, compte 8 pages. Donc, il y a un déséquilibre évident dans le développement qui se fait à travers ces chapitres. Donc, je pense qu'on pourrait mieux répartir, etc. Et ensuite, il y a une introduction de 5 pages. Il y a une introduction de 5 pages. Donc, il y a aussi les titres dans l'introduction que le professeur Célimène en a parlé. Je ne vais pas y revenir. Et il y a une conclusion d'une page avec quelques lignes sur une autre page. Ne fait même pas un paragraphe. Donc, je pense là aussi, il y a de quoi à équilibrer. Parce que je pense qu'il y a plus de choses à dire en conclusion et juste pour peut-être 2 pages, 1 page et demie, et bon, je ne sais pas. Donc, il faut revoir ça. Et comme le professeur Célimène a dit, le travail ne respecte pas totalement le Canva. Je vous invite à regarder votre travail à la lumière du Canva de l'IS pour vous mettre exactement au diapason. Vous voyez? Vous mettez exactement au diapason. Et ensuite, comme question que j'ai pour vous, c'est... Je vois Dr. Providence. Et comme question que j'ai pour vous, c'est... Comment fais-tu pour couvrir tous les territoires nationaux qui est concerné par votre recherche? Alors,
comment faites-vous, puisque j'étais en vous et je reprends. Comment faites-vous pour couvrir tout le territoire national, puisque votre travail concerne Haïti entière? Merci. Oui, merci, honorable président du jury, et pour la question. En fait, alors, excusez-moi. Oui, j'ai consulté des sources secondaires, c'est-à-dire les articles et les rapports. Donc, je les ai trouvés dans des articles et des rapports des institutions nationales et internationales. Et votre micro semble être fermé. Je vous remercie, M. Mackinson Jean-François. Je vous félicite pour votre travail. Comme votre encadreur vient de dire, le professeur Selimène le dit également, et vous faites des suggestions qu'il faut revoir pour rendre votre travail plus potable, mais c'est déjà un travail assez acceptable. Donc, le jury va délibérer bientôt et vous aurez le résultat est sous peu. Et je remercie professeur Selimène et professeur Jacob Eliezer et Jean-François. Et je dis que je pense que c'est la dernière séance de soutenance pour aujourd'hui, si je ne m'abuse. Et sur ce, je déclare fermer la séance de ce jour, cette séance, et je pense aussi la journée de soutenance. Et merci à vous tous et bonne soirée. Allez.